Madame, Monsieur, merci de nous accueillir une fois de plus chez nous. Bienvenue à Agora. Agora, c'est votre émission de débat, d'échange sur des thématiques qui nous intéressent, qui suscitent le débat, qui polarisent le débat dans les bureaux, dans les taxis, un peu partout. Aujourd'hui, nous avons décidé de questionner la problématique de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique. Ceci à travers une annonce faite cette semaine qui revient sur ce projet de passeport africain. Alors, les informations rendues publiques par la presse font savoir que le passeport africain sera bientôt lancé. On annonce même le mois de février pour son lancement. Ce sera lors de la session ordinaire de la conférence des chefs d'État qui va se tenir à Addis Abeba. Une annonce qui fait plaisir, n'est-ce pas, aux Africains, mais qui suscite quand même des interrogations quand on sait qu'au niveau sous-régional, la libre circulation des personnes n'est pas un acquis. On a encore en mémoire la difficulté de circuler pour les ressortissants de l'Afrique centrale. Et donc, face à cette situation, on se pose la question de la réussite du projet de l'Union africaine, n'est-ce pas, de mettre sur pied un passeport africain. C'est d'ailleurs ce prétexte qui suggère cette émission d'Agora. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir une fois de plus nos panélistes, nos consultants, devrais-je dire. Alors, je vais sans plus tarder vous les présenter. Je commence par ma droite avec Thomas Koum qui nous revient. Bonjour Thomas. Bonjour Gidas, bonjour Dr Angoula, bonjour Dr Basilikim, bonjour ceux qui nous regardent. Oui, je disais tantôt que vous nous revenez, ça fait un bout qu'on a eu le plaisir. Et nos téléspectateurs ne nous démentiront pas. C'est le temps qu'on vient de passer et nous sommes contents de vous revoir à nouveau. Le plaisir est partagé, Gidas, c'est pour des raisons professionnelles que j'étais absent. Et c'est toujours avec un pincement de cœur que parfois, quand je suis obligé de dire non à vos invitations. Vous savez que cette télé, c'est notre télé, c'est notre maison. Et pour nous, c'est un bénévolat. Voilà, on est content de partager un peu ce que Dieu nous a donné gratuitement, n'est-ce pas, avec nos compatriotes qui nous écoutent. Donc, je profite aussi pour dire bonne année comme ça, déjà à tous les panélistes et à ceux qui nous regardent. Merci à vous, Thomas, merci. On précise d'ailleurs que votre fidélité à Agora ne souffre, n'est-ce pas, aucune inquiétude. Alors, vous êtes toujours là chaque fois qu'on vous sollicite. Alors, notre deuxième invité, c'est également un habitué déjà de ce plateau, devenu consultant. Lui, c'est le docteur Simon Basilikin, de MILEP. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci Gildas, et honnêtement, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité parce que c'est toujours un plaisir de partager avec vos téléspectateurs, nos compatriotes et nos frères ce que Dieu, comme disait mon prédécesseur, ce que le Seigneur nous a donné gracieusement. Merci. Docteur, notre docteur juste à ma gauche, lui c'est le docteur Emmanuel Angoula. Il est juriste. Il est enseignant à l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme où il supervise d'ailleurs le programme capacité en droit et économie. Bonjour Gildas, bonjour à tout le monde, bonne année déjà à tout le reste du panel et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, la question, je la pose à tout le panel. Lorsque vous entendez que l'Union africaine annonce l'imminence d'un passeport africain, qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction? Oui, quand le jour où il y aura vraiment un seul passeport pour tous les Africains, je crois que ce sera pour les Africains quelque chose de très important. Parce que vous savez que l'Afrique est en ce moment le continent qui a le plus d'avenir. Nous n'avons pas gaspillé nos matières premières, nous avons encore des ressources naturelles telles que les forêts, nous avons une dotation en ressources humaines comme l'eau, les matières premières souterraines. Eh bien, le jour donc où nous pourrons avoir un passeport commun, ce qui nous permettra de voyager librement, ce jour-là, oui, on se sentira bien et il est heureux qu'enfin nos États aient décidé d'arriver à cette chose-là. Alors, docteur Emmanuel Angoula, ce passeport africain arrive dans un contexte, du moins, il a annoncé dans un contexte où
ce n'est pas toujours facile, les questions d'intégration en Afrique. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Ou je ne serai pas optimiste comme vous semblez l'être. Moi, je mettrai assez de réserve parce que toutes les initiatives africaines, si ce n'est pas soutenu par les autres, c'est parfois voué à l'échec. Je prends pour exemple le projet ou le traité OADA sur le droit des affaires. Il a fallu que la France s'y implique grandement pour que ça aboutisse au niveau des pays francophones. Donc, une telle initiative, c'est bien beau, mais l'implémentation, est-ce que ça aura l'écho qu'on souhaiterait que ça ait? Là, je me pose encore des questions. Donc, les Africains doivent, à mon avis, ils doivent s'atteler à définir des cadres de brassage, de passage, d'intégration, comme on le dit, des populations, puisque notre développement y va. Mais peut-être que je vais vite en besoin. Les souverainetés, l'égoïsme des souverainetés fait que chacun s'agrippe sur sa souveraineté et estime que il ne doit pas céder un brin de sa souveraineté. Conclusion, les initiatives comme ça sont toujours vouées à l'échec ou alors balbutient toujours jusqu'à ce que celui-là qui nous a colonisés revienne à la rescousse et nous oriente davantage. Sûrement qu'en deuxième partie, nous allons évoquer les possibles entraves à la mise à la circulation effective de ce passeport. Mais pour l'instant, on va d'abord, n'est-ce pas, aborder la question de l'imminence. Un passeport panafricain, ça peut aider à pousser les économies, Thomas. Quelle peut être la plus-value d'un passeport africain? Merci, Jidas. Je choisis l'option du docteur Angoula. Moi aussi, je ne suis pas très optimiste parce que, Jidas, vous savez très bien que ce n'est pas la première fois que dans notre continent, n'est-ce pas, il y a des très beaux textes. Moi, je pense que c'est un bon projet, c'est une belle idée, mais comme pour la question de la démocratie et des droits de l'homme, vous savez qu'au niveau de la charte africaine des droits de l'homme, il y a pas mal de choses qui sont dites, même l'évaluation des mécanismes de gouvernance. Tout ça, c'est dans les textes, mais combien de pays, n'est-ce pas, essayent de s'arrimer? Surtout, là, vous l'avez précisé dans votre propos liminaire, l'Afrique centrale, c'est la sous-région de toutes les résistances. Donc, c'est une très belle idée, mais je pense que nous avons encore, pour l'Afrique centrale, nous avons encore pas mal de luttes, n'est-ce pas, à mener. Et surtout des conversions aussi. Nous avons en Afrique centrale un problème de conversion par rapport à l'exercice de l'autorité. Quand des gens pensent qu'il n'y a pas de vie après avoir été président de la République, ça fait tiquer. Quand des gens, le rapport à l'argent, quand des fonctionnaires sont plus riches que des créateurs de richesse, quand un fonctionnaire s'amuse, n'est-ce pas, à accumuler milliards sur milliards, et des gens font des milliards, 1 milliard de plus à accumuler, pendant que nous manquons du minimum. On n'a pas d'assurance maladie, on n'a pas d'école gratuite. Mais quand on dit bien que l'école primaire est gratuite au Cameroun, ce n'est pas respecté dans les faits, parce que les directeurs dans les écoles publiques continuent à demander de l'argent aux parents. Donc, je dis que c'est un très beau projet, mais je pense que pour qu'on voit ces fruits, qu'on va les retombées, il nous faut encore lutter. Ça sera encore des tests qu'on va signer, que les États vont signer, mais dans la pratique, vous l'avez regardé aussi, entre le Cameroun et le Gabon, est-ce que je peux aller au Gabon facilement? Est-ce que je peux aller en Guinée équatoriale? Pourquoi sont traîne les pieds? Donc moi, je pense qu'il y a encore des conversions par rapport à nos égoïsmes, par rapport à nos nationalismes, par rapport à tout ce que nous connaissons. Je pense que tant que l'Africain ne va pas faire des ruptures, parce qu'il y a vraiment des ruptures qu'il faut faire. Il y a des ruptures que nous devons faire pour que notre sous-région puisse avancer. Et je suis sûr que ça va profiter aux pays anglo-saxons, les pays d'expression anglaise. Mais pour l'Afrique centrale, j'en doute. Je reste avec vous, Thomas, au-delà du scepticisme que vous semblez mettre en avant. Supposons qu'au final, n'est-ce pas, au-delà de toutes ces difficultés, que ce passeport africain soit effectif.
Alors la question c'est, qu'est-ce que ça peut apporter à l'Afrique? Normalement, cette libre circulation, n'est-ce pas, favorise la mobilité. Ça veut dire que moi, je suis Camerounais, je peux aller travailler au Gabon, je peux aller travailler en Guinée équatoriale. Vous avez vu des compatriotes qui ont travaillé en Guinée équatoriale, d'autres qui ont été rapatriés comme ça. Vous voyez, quand on a ce passeport-là, que je me déplace facilement sans avoir à payer beaucoup d'argent pour le visa, pour des formalités. Je peux facilement aller au Gabon, je peux aller en Guinée équatoriale, je peux aller en Côte d'Ivoire, je peux aller en Afrique du Sud. C'est ça l'avantage. Donc, mobilité des personnes, mais mobilité aussi des capitaux. C'est-à-dire que les capitaux peuvent circuler. Un Camerounais peut décider d'aller investir dans un autre pays que son pays d'origine. Et là, il n'a pas de complications, tout est facilité. Donc, c'est ça l'avantage. Et ça permet que nous, comme Africains, qu'on soit plus proches, ça nous rapproche. Vous voyez, ça rapproche les pays, ça rapproche les cultures. Et ce brassage permet donc qu'on prenne chez les autres ce qui est positif, qui peut nous permettre, n'est-ce pas, d'être émergents le plus tôt possible. Par contre, le nationalisme et les égoïsmes empêchent, n'est-ce pas, ces richesses-là, de profiter des richesses des autres. Avant d'arriver, de revenir sur le cas de l'Afrique centrale, alors, les informations du moins que nous avons recueillies, c'est que moins de 10 pays africains ont ratifié, n'est-ce pas, le test portant sur ce passeport et la libre circulation des personnes. Moins de 10 pays sur une cinquantaine. Est-ce que ce n'est pas un indicateur de résistance dont parlait Thomas? Absolument. Vous savez que ce sont les États qui organisent ces choses-là. Et malheureusement, ceux qui dirigent les États africains, même s'ils tiennent de beaux discours, ils n'ont pas vraiment la vision panafricaniste. Chacun essaye de rester chez soi. Et ça fait que, à la limite, moi je me dis, ok, supposons même que ça aboutisse, que ce passeport devienne libre et accessible. Mais nous continuerons à utiliser les passeports nationaux simplement parce que nos gouvernements n'auront pas fait les concessions et les efforts nécessaires pour qu'ils puissent rapprocher les peuples africains les uns des autres. Moi, je crois que la faute, ou plutôt le défaut de participation au panafricanisme est un défaut essentiellement étatique, tandis que les populations, vous voyez au Cameroun par exemple, où on ne limite pas les visiteurs, nous avons des Centrafricains, des Tchadiens, des Gabonais, pour prendre ceux de l'Afrique centrale, et même nous avons beaucoup de Nigériens, de Nigériens et des Nigérians chez nous. Ça veut dire que les peuples, eux, ont envie de voyager et de se mélanger les uns aux autres. Ce sont les gouvernements, ce sont les États qui sont plus réticents à ces facilités, et il faut espérer que réellement, quand ils vont se retrouver dans un mois, ils vont réfléchir à la manière d'une véritable reconversion, d'un véritable aggiornamento de leur vision du panafricanisme. Oui, puisque vous abordez la question du panafricanisme, docteur Basilikine, on se souvient quand même que la question de l'unité africaine, la question de la libre circulation des personnes indiennes ne date pas d'aujourd'hui. On se rappelle des discours de Thomas Sankara, de Kadhafi, de Nkrumah de Nkrumah avant. Oui. Mais qu'est-ce qui explique que des années après, quand on brandisse à nouveau, n'est-ce pas, une proposition comme celle qu'on a l'impression qu'elle est nouvelle? Peut-être pour les jeunes générations, il faut indiquer que c'est depuis au moins avant les indépendances. C'est 58. Voilà, avant les indépendances. C'est 1958, c'est-à-dire bientôt 70 ans. Ouais. Non, moi je pense que, comme je disais tout à l'heure, les dirigeants africains n'ont pas vraiment réfléchi à la chose. Étant donné qu'il s'agit de jeunes États, chacun s'est attelé à la construction de son État et de sa patrie et a beaucoup moins versé vers le panafricanisme. Mais aujourd'hui, où nos États sont réellement établis, je crois que le moment est venu de nous d'ouvrir l'Afrique à elle-même, c'est-à-dire de faire en sorte que beaucoup d'Africains puissent voyager. Vous savez, malgré ces difficultés-là, nos enfants s'en vont.
quand on déplore souvent les émigrants qui meurent au Sahara et en Méditerranée, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que nos plus brillants étudiants, ceux qui soutiennent leur thèse ici, avec mention très bien, tout de suite ils s'en vont. Ils s'en vont pourquoi? Parce qu'au Cameroun, ils ont un salaire de catéchiste, alors que pour le même diplôme, au Rwanda, au Burundi, au Sénégal, ils gagnent 3 fois plus. 3 fois, je dis bien 3 fois plus. C'est autant de choses qui font que, bon, maintenant, nous avons une forte immigration d'Africains, mais c'est des Africains sans formation, ceux qui font les petits métiers. Or, l'éducation va faire que, moi j'ai beaucoup d'ingénieurs, alors ils vont chez le voisin, l'autre a des philosophes en surnombre, il peut venir chez moi, et même l'industrialisation va se sectorialiser, c'est-à-dire que le Cameroun peut décider de produire de l'acier. Nous avons beaucoup de fer à Balam, à Kribi, partout. Il peut dans la production de l'acier. Et le Gabon à côté va dire, je prends l'acier camerounais et j'en fais des voitures ou d'autres biens de consommation. C'est cela qui fait qu'il y ait panafricanisme. C'est comme ça que le pan-européanisme est né. Ce n'est pas simplement avec le philosophe anglais ce qu'il a appelé les avantages comparatifs. Ce n'est pas seulement ces avantages comparatifs qui ont permis aux Européens de former 29 États réellement où on circule librement, mais c'est parce que chacun a su prendre chez le voisin ce qu'il ne peut pas avoir chez lui, et c'est ce qui nous manque encore. Parce que pour l'instant, les francophones ne voient qu'en France, les anglophones ne voient qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les hispanophones ne voient que ceux qui viennent d'Espagne, et c'est malheureusement ça qui a contribué à nous diviser et à nous séparer et à nous éloigner les uns des autres. Au-delà des individualismes de chef d'État, docteur Angola, d'autres personnes indiquent que ces réticences sont aussi liées aux anciennes puissances colonisatrices qui voient d'un mauvais œil sur le regroupement de l'Afrique. Partagez-vous ce point de vue? Tout à fait. En tout cas, le continent, les Européens n'ont pas intérêt à ce qu'on se réunisse. Vous souvenez-vous des cas Kadhafi et que sais-je encore? Ils n'ont pas d'intérêt à ce que nous soyons ensemble. Il vaut mieux nous diviser pour mieux nous asservir, pour mieux nous exploiter. C'est ça la raison. Puisque avant d'aborder ça, il y a encore... c'est vrai qu'il faut penser à un instrument supranational qui supplante tous les États africains, mais regardez d'abord dans la sous-région CEMAC. On a parlé d'un passeport CEMAC, où en est-on? Est-ce que ce passeport panafricain va venir supplanter le passeport CEMAC? Et il faut encore régler. Donc il y a encore des spécificités qu'il faut prendre en considération pour que ce passeport soit vraiment opérationnel. Pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont réhabitués à cette mobilité des populations et des richesses. Je ne crois pas que ça va poser beaucoup de problèmes, mais pour nous autres francophones et même de la CEMAC, ça va causer d'énormes problèmes. Maintenant, par rapport à ce que vous indiquez, c'est naturellement, je vous indiquais dès l'entame de mon propos qu'ils ne peuvent pas nous lâcher. Il faut nous asservir jusqu'à la moelle épinée, puisque à partir du moment où nous serons ensemble, à partir du moment où on va fructifier un certain nombre de richesses entre nous, on n'aura plus besoin, parce que si le Rwanda est capable de venir monter les ordinateurs au Cameroun, comme ils l'ont fait chez eux, est-ce qu'on ira encore chez les Chinois? On n'aura plus chez les Chinois. Si les Sénégalais sont capables de venir implémenter, je ne sais pas quoi, par exemple, je dis n'importe quoi, les cours en ligne, parce que les Sénégalais sont avancés au niveau de l'académie. S'ils doivent venir implémenter ce volet sur le plan de l'enseignement supérieur, je crois que beaucoup d'entre nous n'iraient plus en France, n'iraient plus en Grande-Bretagne pour s'abreuver de ces... Donc, ils ont intérêt
Pour eux, c'est qu'il faut nous maintenir divisés. Vous voyez ce qui se passe en RDC au Congo aujourd'hui. Il faut nous diviser. Quelle qu'en soit la personne qui sera, ou les personnes qui seront à la tête de nos États, il faudrait toujours que nous soyons divisés, qu'on ne s'entende pas. Ce passeport, je vous assure que vous verrez les difficultés. Vous avez commencé par indiquer qu'il n'y a que 10 États. Et ces 10 États-là, lorsqu'il faudra, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que lorsqu'il y a des instruments comme ça ou des institutions panafricaines comme ça, il faut cotiser, il faut participer. Mais lorsqu'on va demander peut-être au Mali de participer à hauteur de, et que le Mali va vous dire je n'ai pas assez de moyens pour peut-être couvrir les frais de production de ces passeports-là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire on vous met à côté ou pas? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Je crois que les chefs d'État et leurs représentants qui ont réfléchi à cet instrument ont abordé un certain nombre d'éléments capables le moment venu. Parce que le tout, ce n'est pas d'aller à la mobilité pour la mobilité ou alors à l'échange de richesses pour l'échange de richesses. Il faut réfléchir, il faut mûrir les réflexions. Ce qui fait donc que le moment venu, quand il y a un instrument comme ça, que ça acquiert l'assentiment de tous les Africains, ce qui est normal, parce que il faudrait que si je veux aller au Burundi, si je veux aller au Gabon à côté, que je n'ai plus à aller demander, c'est pas trop le visa ou quoi que ce soit. Ces pays, regardez un peu la Centrafrique qui est en lambeau aujourd'hui, ils n'ont presque pas d'université, alors qu'au Cameroun, ça fusionne. Cette expertise camerounaise devait servir notamment à la sous-région et que c'est encore. Donc, pour conclure sur cet aspect, les Blancs, comme on les appelle, ne peuvent pas nous lâcher, ne peuvent pas nous permettre, parce que c'est des instruments de liberté qu'on est en train de prendre. Donc, nous donner la liberté comme ça, ce n'est pas évident. Alors, Thomas, tout à l'heure, l'un des panélistes a essayé de faire établir le parallèle entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique, la zone CEMAC. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, le problème de libre circulation des personnes et des biens ne se pose plus. Avec sa pièce d'identité, vous pouvez partir du Nigeria pour le Bénin ou au Ghana et autres. Mais dans le même temps, dans la zone CEMAC, ça coince. Alors on a l'impression, parfois on se demande si nous ne sommes pas des Africains, si nous sommes des Africains à part. Pourquoi ça a réussi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer, n'est-ce pas, de l'exemple de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale? Merci Gildas pour cette question. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai fait remarquer qu'il y a encore en Afrique ou dans certaines régions d'Afrique beaucoup de résistance. Tout à l'heure, dans l'intervention de mon copanéliste, Dr Angoula, il a relevé quelque chose qui m'a touché. Je crois qu'il y a pas de problème de valeur. Parce que si vous voyez-vous, au niveau de l'Union européenne, vous allez voir qu'il y a d'abord des valeurs communes à l'Union européenne. Avant tous les projets, n'est-ce pas, qui mettent en mouvement, il y a d'abord des valeurs communes. Je pense que l'Afrique a aujourd'hui à se mettre d'accord, à faire un consensus sur des valeurs que nous voulons, n'est-ce pas, ensemble, promouvoir ou partager. Je vous prendre un exemple. Un pays comme le Ghana, où ces 20 dernières années, il y a eu plusieurs personnes qui ont été élevées à la magistrature suprême. Un pays où, d'abord au Ghana, avant même que les élections présidentielles soient proclamées, le perdant a félicité le gagnant. Est-ce que vous voyez des Ghanéens aller dans un pays où les citoyens n'ont aucun droit? Donc ça sera un obstacle. Donc un investisseur ghanéen ne pourra jamais mettre son argent en danger dans une dictature. Une question africaine, non, il ne pourra pas. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'on travaille à avoir des valeurs communes, mais des valeurs fortes qui ont fait le développement de certaines nations. Et je pense que ça nous manque aujourd'hui. Et c'est le problème qu'on a, par exemple, dans le cas de notre sous-région. Donc, en Afrique de l'Ouest, déjà, on l'a vu jusqu'à cette époque. Vous voyez qu'en Afrique de l'Ouest, quand dans un pays, quelqu'un s'hazarde à vouloir se maintenir au pouvoir par la force, ou à arriver au pouvoir par les armes, vous voyez que dans la CEDEAO, rapidement, il y a consensus pour dire non, il faut arrêter ça. Comme ça s'est passé en Gambie. Vous voyez.
Donc, moi, ça m'a touché. Chaque fois quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, Seigneur, ai-je la malchance d'avoir été en Afrique centrale? Ai-je la malchance? Parce que moi, c'est ce que j'ai voulu voir en Afrique centrale. Que par exemple, quand quelqu'un s'amuse à falsifier les résultats, mais que les autres pays, non, attention, bref, qu'au niveau de l'organe sous-régional, rapidement, on dit attention, il faut respecter les valeurs. Il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi électorale, même si tu es président. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar, où il y a une loi qui dit que quand le président sortant est candidat et quitte la présidence, et il y a quelqu'un qui assure l'intérim. Donc, si on vous comprend bien, l'une des difficultés serait que certains pays ne soient pas disposés à s'arrimer à d'autres par rapport à des problèmes peut-être de gouvernance, de mauvaise gestion, ce qui pose donc le problème de vision commune. C'est ça justement, je dirais que j'appelle se mettre d'abord d'accord sur les valeurs. Oui. Parce que c'est ces valeurs-là qui vont permettre que tout le reste puisse suivre, que le développement économique. On ne peut pas, quelqu'un a dit que l'Afrique a besoin d'un ajustement mental. Parce que tout à l'heure, ça a été aussi souligné par le Dr Angoula, il a parlé de mentalité, ou des anciens maîtres qui continuent à tenir les cordes. Mais je vous dis qu'il y a des Africains qui restent eux-mêmes esclaves. Parce que l'indépendance, la liberté, ça vient d'abord de la tête. Il faut d'abord s'affranchir mentalement. Il faut que je décide d'être libre pour que je puisse lutter. On a vu les États-Unis d'Amérique se sont affranchis de l'Angleterre. Donc c'est comme ça. L'Inde s'est affranchi de l'Angleterre. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas le maître qui libère l'esclave, c'est l'esclave lui-même qui rentre dans la conquête de sa liberté. Il faut qu'il en soit conscient. Moi, je pense qu'en Afrique, il faut que nous-mêmes, qu'on se mette d'accord sur les valeurs que nous voulons promouvoir et qu'on travaille à être vraiment libre par rapport à nos anciennes colonies. Mais maintenant, parce que moi, ça me fait mal. Regardez ce qui vient de se passer, le cycle, le théâtre qui vient de se passer en RDC. Regardez ce qui vient de se passer. Est-ce ça de la démocratie? Mais quand on prend les textes là-bas, c'est bien, on parle bien de démocratie. Mais est-ce ça la démocratie? Ce qui vient de se passer en RDC. Donc, moi, je pose la question. Donc, moi, je dis que pour moi, c'est la base de l'auteur de ce qu'il a relevé. Ceux qui sont à la tête de nos États, vraiment, ils ont un retard. Et ça, c'est très important. Ils ont un retard par rapport aux populations qui dirigent. Ils ont un grand retard. Or, c'est aux populations maintenant à s'organiser pour que vraiment on soit libre et vraiment libre pour pouvoir maintenant mettre en marche des projets qui vont nous permettre d'être sur le plan économique. Alors, docteur Basilikine, lorsqu'on écoute M. Koum, il semble indiquer peut-être qu'on serait en train de mettre la charrue avant les bœufs. Oui, ce qu'il vient de dire n'est pas... ça fait partie de la réalité africaine. Ça fait partie des choses qui, effectivement, peuvent entravent effectivement la mobilité en Afrique. Mais au-delà de ce qu'il a dit, et en plus de ce qu'il a dit, je voudrais ajouter également que pour que deux pays, deux entités différentes puissent se mettre ensemble, il faut une certaine convergence. C'est-à-dire que nos économies sont tellement balbutiantes qu'elles ont peur de s'ouvrir à l'autre. Je prends pour le cas de l'Afrique centrale. Vous voyez, il y a une telle différence au niveau des revenus entre les pays qui constituent l'Afrique centrale qu'aujourd'hui, si on laissait faire, comme je disais tout à l'heure, la plupart des Camerounais demanderaient à s'en aller en Guinée équatoriale. Parce que quand un jeune sort d'une école d'ingénieur au Cameroun, quand il gagne 400 ou 500 000, il se réjouit énormément. Mais en Guinée équatoriale, il gagne 2 millions pour le même niveau de formation. Quand un jeune au Cameroun vient de soutenir sa thèse et qu'il décide de s'orienter dans l'enseignement supérieur, il va difficilement avoir 400 000. Mais au Tchad, à côté, il a pratiquement deux fois et demi ce que le compatriote camerounais a. Donc, toutes ces différences-là font que vraiment les uns ont peur des autres parce que ne viennent chez vous
que ceux qui veulent vous prendre le pain de la bouche. C'est ce que disent les Français, des immigrés. N'est-ce pas? Les immigrés, ils viennent prendre le pain dans la bouche des Français. Pourquoi? Parce que les immigrés, les Africains notamment qui sont en France, pour la plupart, ils font des petits métiers. Donc le jeune Français qui n'a pas pu faire d'études, les travaux qu'il devait faire, ils sont confiés à des étrangers qui n'ont pas de bon niveau. Mais si l'appareil éducatif, les appareils éducatifs dans chacun de nos États ont une certaine harmonie, un bon système d'enseignement, je vous assure que ça changerait. Parce que dès lors que j'aurai une qualification que je voudrais monnayer, eh bien, je ne vais pas hésiter longtemps. Je verrai que les Sénégalais payent bien leurs enseignants du supérieur, les Burundais, les Rwandais. Et vous voyez les exemples que je vous donne là, ce ne sont pas les pays les plus riches. C'est des pays qui ont compris que pour se développer, il faut investir dans l'éducation. Voilà ce que je crois, M. Koum appelait une certaine convergence des mentalités, une vision commune. Nous devons nous demander de quoi ont besoin les populations africaines. Eh bien, d'une bonne formation, d'une bonne éducation. Et une fois que tout le monde a à peu près le même savoir, eh bien, on travaille facilement. Mais si certains ont un niveau de qualification plus élevé, si certains ont un niveau de rémunération plus élevé, l'impression qu'ils auront quand vous irez chez eux, c'est que vous venez mendier un peu de leur bien-être. Alors que la convergence est une chose essentielle. Mais il y a convergence et convergence. Prenez les 15 pays francophones. Il y a convergence puisque nous avons le même système de droit des affaires, nous avons le même type de comptabilité, nous avons le même système d'enseignement, mais nous restons profondément sous-développés parce que dès lors que cette convergence nous est inoculée de l'extérieur, on ne nous donne que ce qui ne peut pas nous servir. Alors que si nous-mêmes, nous pensons, nous nous asseyons, nous pensons à notre avenir et à notre devenir, à ce moment-là, les Africains vont s'unir exactement comme les Européens. Ce n'est pas de la magie en Europe. C'est tout simplement qu'ils ont compris que c'était dans l'intérêt de tous de se mettre ensemble. Et que cela a été pensé et réfléchi et implémenté intelligemment. Alors, docteur Emmanuel Angoula, habituellement, lorsqu'on se situe dans la perspective de la socio-anthropologie et même la culture africaine, on sait que l'Africain est généralement ouvert à l'autre. La famille, les solidarités chez nous ne sont pas des solidarités mécaniques, elles sont mieux pensées. Et donc comment comprendre ce contraste, ce paradoxe entre cette Afrique, n'est-ce pas, accueillante et ouverte qu'on nous a toujours présentée, et cette autre Afrique, celle d'aujourd'hui, qui est davantage une Afrique individualiste? Non, il faut seulement indiquer que c'est le fruit de la colonisation. Ce n'est pas l'Africain qui s'est mis en porte-à-faux avec son frère. C'est le blanc qui est venu le diviser. Vous voyez... Est-ce que ce n'est pas facile, docteur, d'accuser le blanc? Est-ce que nous sommes obligés de ne pas être nos entendus? Oui, puisque la répartition territoriale, elle est issue de qui? Ce ne sont pas les Africains. Vous allez voir, moi j'ai mes grands-pères, ils sont au Gabon, qui sont en Centrafrique, qui sont en Guinée équatoriale. Le matin, on s'en va au champ en Guinée équatoriale, on rentre le soir. Mais vous avez indiqué, à partir du moment où institutionnellement, celui qui est là-bas a fermé la frontière, on ne peut plus aller, je ne peux plus aller voir mon grand-père qui est de l'autre côté. Ce n'est pas le fait de mes deux grands-parents, c'est le fait du colon. C'est le colon qui a dit, à partir de cet instant, l'arbre qui est situé à tel ou tel endroit, je mets la frontière là. Mais à quel niveau donc peut se situer la responsabilité
l'Africain, nos responsabilités, parce que c'est facile de dire c'est le colon. Oui, Mais notre responsabilité, on ne peut pas. Pour, si on peut parler de responsabilité, c'est seulement au niveau du fait qu'on n'arrive pas à s'unir, on n'arrive pas à faire bloc, on n'arrive pas à avoir une vision commune pour dire à partir de cet instant, même si telle ou telle personne est venue nous imposer, mais nous on dit cela. Vous voyez? Imaginez-vous, je prends un exemple, tel que les élections se sont passées en RDC. Si les Congolais eux-mêmes flottaient un peu là, ils devaient laisser ceux qui étaient en train de claironner leur dictée, mais ils sont restés fermes sur leur... C'est la même chose avec le Cameroun. Lorsqu'on a organisé les élections dernièrement, on est resté ferme. On a dit, même s'il y a des problèmes, c'est des Camerounais d'abord. Ensuite, on verra les avis des uns et des autres si ça peut nous aider. Bon, là où on peut peut-être nous reprocher, c'est, comme je l'ai dit, c'est le fait que les Africains n'ont pas toujours à un moment donné l'assentiment ou le désir de se mettre ensemble. On appelle ça généralement en droit des affaires l'affectio societatis, c'est-à-dire le désir de se mettre ensemble. Est-ce que tous les Africains ont la volonté et le désir de se mettre ensemble? C'est que je ne crois pas. Et le docteur Basiliki l'a indiqué tout à l'heure lorsqu'il faisait observer que en Guinée, celui-là, il a un bon salaire. Il se rend compte que le moment venu, si on ouvre, il y aura 15 Camerounais qui vont atterrir. Et du coup, eux-mêmes, ils n'auront plus la place. Et ils vont vous dire, non, vraiment, les Camerounais, c'est vrai, il y a restez un peu chez eux parce que... Ou alors, si vous devez venir, vraiment, on peut accueillir que 2. Ça fait que c'est ça, c'est ces disparités-là, c'est ces particularités qui pèsent. Et on va nous reprocher de ne pas avoir la volonté de se mettre ensemble. Oui, mais on ne nous a pas donné ces mécanismes-là. Puisque à partir du moment où il y a une initiative comme ça, je vous assure que dès l'annonce de ce fameux passeport, il y a déjà des transactions de coulisses qui se font déjà pour faire face, pour bloquer l'initiative. Et vous allez voir que certains chefs d'État ne vont pas ratifier, vont demander à relire et à relire les textes tout juste pour satisfaire les besoins de ceux qui sont avec eux. Et du coup, c'est malheureusement ce qu'on peut regretter parce que l'Africain est toujours infiltré ou alors ça l'est toujours infiltré. C'est ce qu'on peut regretter. Instrumentalisé. Alors, chers panélistes, nous allons observer une petite transition, question de souffler, et puis nous allons revenir sur ce plateau pour continuer le débat et le conclure. Ça sera juste après cette transition. Time for sleep day, time for woke up day. Cameroon, not time day for woke up. Arise and shine. Un peuple, une nation, de divers horizons. Nous n'avons pas les mêmes cultures ou traditions. Comme un arc-en-ciel de couleurs, nous parlons des langues d'ici d'ailleurs. Cela nous empêcherait-il d'unir nos cœurs? Malgré nos différences, nos diverses tendances, regardons à ce qui fait notre ressemblance. À nos intérêts communs. Et prenons-nous par la main. Enfants du Cameroun, nous sommes tous sœurs et frères. Cameroun pour tous, tous pour le Cameroun. Renonçons à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour du Cameroun. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve. Il faut qu'on travaille dur et qu'on le préserve.
pour le léguer dans la paix et la prospérité à la postérité, afin que paix, travail, patrie ne soient pas de vains mots et l'émergence un rendez-vous manqué. Si nous travaillons unis, nous y arriverons. Yes, we come. Light Club Association, light the world for better. Avant nos divisions, nos querelles sans raison, qui nous égarent, distraits et nous séparent. Oh, avançons de même pas, yeah, parlons d'une seule voix pour le Cameroun, notre cher beau pays. Nous avons une vision et une mission. Celle de l'émergence de notre nation. Mais comment allons-nous construire L'avenir sans nous unir et rester dans l'attente et rester dans la sans rien faire? Regardons à ce qui fait notre ressemblance. Tenons-nous par la main. Cameroonians, listen. If only we can come together. I know together we shall make it. If only we are united and one, we will make history. Retour sur ce plateau d'Agora. Nous disons merci à la réalisation pour cette ponctuation musicale, cette pause musicale qui nous a permis, n'est-ce pas, de souffler un tout petit peu. Alors nous revenons sur, avec le fil de cette émission. Tout à l'heure, avant la pause musicale, docteur Baselikine, on vous a vu trépigner, n'est-ce pas, d'envie de reprendre la parole. Et donc, nous vous la passons pour réagir, peut-être apporter un complément. Oui, j'apporte un complément à ce que disait docteur Angoula, c'est-à-dire qu'en réalité, les Africains sont naturellement coopératifs, n'est-ce pas? La solidarité africaine, tout le monde sait ce que c'est. Mais le problème, c'est que quand il incrimine la colonisation, vraiment, ce n'est pas une idée en l'air. C'est que la colonisation est venue en Afrique pour instaurer la misère et non pas l'abondance. Parce que dans un même territoire, au Cameroun par exemple, 1 kilogramme de cacao apporté par un indigène était acheté à 10 francs. Le même kilogramme apporté par un planteur européen, il y avait les Grecs tout le long de Apédia qui produisaient le long de la route Doualan-Konsamba qui produisait du cacao. Eh bien, 1 kilogramme était acheté pour eux plus de 100 fois supérieur à ce qu'on donnait aux Africains. Et il y avait les travaux forcés, et il y avait toutes les peines de la colonisation qui ont fait qu'ils ont instauré en Afrique la misère, la pauvreté et la souffrance. Eh bien, vous prenez les souris de laboratoire Gildas. Quand vous avez des souris que vous élevez pour les expérimentations médicales ou scientifiques, si ces souris sont convenablement nourries, elles ne se battent jamais. Vous les verrez pendant des mois et des mois, elles ne lutteront jamais. Mais mettez 12 heures sans leur apporter de l'eau ou de la nourriture, vous allez venir qu'elles se sont mordues, elles se sont entretuées, alors que la souris n'est pas carnivore, elle va tuer d'autres souris. C'est exactement ce qui nous est arrivé. La solidarité africaine a fondu avec l'arrivée de la colonisation. Et la colonisation, en installant la misère chez nous, nous a rendu, comme disait le philosophe Hobbes, qui disait « Homo homini lupus est ». L'homme est un loup pour l'homme. C'est l'homme dans la misère. Mais quand tout le monde
a le minimum vital, eh bien la convivialité s'installe. Voilà ce que je voulais compléter. Et j'ajoute que, prenons notre pays, le Cameroun. Nous avons en ce moment deux grands problèmes. Boko Haram dans l'extrême nord et les problèmes prétendument anglophones. Vous savez que ces problèmes sont mûris, préparés depuis l'Occident pour nous imposer, parce que quand l'Occident est arrivé, au lieu de dire les habitants du Cameroun, comme on dit les Français ou les Espagnols, ils nous ont appris qu'il y a des Bamileke, il y a des Béti, il y a des Bassai, il y a des ceci. Et cela, ils l'ont écrit dans les livres et ils sont partis en nous le laissant. Et aujourd'hui, chacun se conçoit d'abord comme Bamileke ou comme Bassa, au lieu de se concevoir comme Camerounais. Donc, il y a un effort intellectuel à faire, parce que les souris, si elles étaient capables de réfléchir, elles comprendraient que quand elles ont faim, c'est la faute de celui qui les élève et non la faute du voisin. Voilà ce vers quoi nous devrions tendre si vraiment nous voulons aller à l'unité africaine. Alors, Thomas, rapidement, cette responsabilité africaine, ou même de la colonisation telle que relevée et indiquée par le docteur Basilekin, on se rappelle encore de cette sortie du vice-président italien, n'est-ce pas, qui indique que la France est responsable des malheurs en Afrique. Et donc, lorsqu'une personnalité de cette Kabila fait une déclaration comme celle-là, l'Africain doit se comporter comment? On dit, on applaudit et puis on reste tranquille. Alors on dit, ok, nous allons davantage défendre nos droits. Voilà, je suis plutôt d'accord pour votre deuxième proposition. Effectivement, moi je dis, ça me réjouit. Cette sortie me réjouit parce que ça crédibilise, n'est-ce pas, ceux qui disent ceux qui luttent depuis des années, surtout nos martyrs. Vous savez que nous avons des compatriotes comme Oumniobé, comme les Wandji qui ont été tués par la colonisation. Donc ça montre que ces gens-là ne sont pas morts pour rien. Voilà, ils n'étaient pas des maquisards comme on les appelait, mais ils se battaient pour l'indépendance totale, n'est-ce pas, de notre pays. Et moi je pense que c'est un encouragement pour moi. Nous devons continuer à lutter, n'est-ce pas, pour que nous soyons indépendants. Et je rends grâce à Dieu pour les Africains, les compatriotes camerounais qui se battent déjà dans tous les secteurs, sur le plan de l'éducation, comme le docteur Basseki l'a relevé, parce que la première chose, et là je suis d'accord avec le président du Rwanda, il investit énormément dans l'éducation. Il a compris qu'on ne peut pas développer un pays sans l'éducation. L'éducation et la santé, pour moi c'est formidable. Un pays comme le Rwanda qui a connu, n'est-ce pas, ce génocide, on parle de plus de 2 millions de morts, plus de 2 millions de morts, mais qui est en train rapidement de rattraper le retard et même de dépasser les pays qui n'ont pas connu de génocide ou bien de guerre civile. Moi, je pense qu'il faut y aller, il faut continuer à lutter. Dans tous les secteurs, nous avons à lutter, à nous affranchir. Mais je dis toujours que, il y en a qui pensent que notre indépendance viendra du blanc. Le blanc ne va jamais nous donner l'indépendance. Jamais. Jamais. Parce que il y a qui les appelle sont des incroyants. Ceux qui nous ont colonisés sont des incroyants, sont des païens. Donc, ce qui les motive, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Donc, ce n'est pas à eux de donner l'indépendance, c'est à nous de montrer que nous sommes conscients de notre dignité d'enfants de Dieu. Et nous connaissons très bien que Dieu a créé tous les hommes libres, égaux, et que les biens de terre appartiennent à tous les hommes. Donc, je pense que nous gagnerons, n'est-ce pas, nous mettre ensemble pour continuer la lutte, parce que nos pays fondateurs, les Oumniobé, tout ça, ont commencé la lutte, mais elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Et je fais d'abord mien des propos de Dr Angola et Dr Basilekin, parce que là, quand on se retrouve, il y a cette convergence, c'est comme si le Seigneur nous a rassemblés pour qu'on continue cette lutte-là dans l'éducation, dans la santé, dans tous les secteurs, pour que, Dieu voulant, peut-être nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir une autre Afrique, un autre Cameroun. Et je pense que c'est possible. Et j'ai dit à ceux qui croient comme moi, parce que moi je suis croyant, j'ai dit, Dieu, n'est-ce pas, a envoyé Moïse pour libérer son peuple, n'est-ce pas, l'esclavage en Égypte. Cela veut dire que c'est possible encore aujourd'hui que Dieu libère l'Afrique, que Dieu libère le Cameroun. Mais il faut seulement un peu de foi et se mettre en mouvement. Il y a une chose que j'entends et que je dis, peut-être que ça vient encore des colons, quand les gens disent que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Je dis que les gens ne connaissent pas l'histoire. Le christianisme n'est pas né chez les Blancs, c'est pas né en Occident. Le christianisme est né en Palestine.
le Fils, Dieu, par amour pour l'homme, s'est incarné en Jésus-Christ. Et c'est démontré, il faut que les gens regardent, lisent les livres d'histoire. Jésus est fils de Dieu, il est mort et il a vaincu la mort. Il a été tué, il a vaincu la mort. Donc, il n'y a aucun autre leader religieux dans le monde qui est mort et qui est ressuscité. Seul Jésus. Donc, si nous croyons en Jésus, Jésus est capable de nous donner la force de lutter pour que nous soyons vraiment indépendants, politiquement, économiquement, et même de transformer nos ennemis, les colons d'hier, de les convertir. On a cette possibilité aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, et là, le peuple l'a dit aux Européens, qu'ils reviennent aux racines, n'est-ce pas, qui ont fondé l'Union européenne. Parce que les pères fondateurs de l'Union européenne, c'était des croyants convaincus. Et c'est au nom de l'évangile qu'ils ont commencé à réfléchir pour ce projet de l'Union européenne que nous voyons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui, les Européens d'aujourd'hui abandonnent leurs racines, abandonnent la foi. Ils ne vont plus dans les églises. Le dimanche, pour eux, ils vont en campagne, ils vont s'amuser dans les plages et tout. Et ça va les rattraper. Alors, docteur Basilikine, un dernier tour de table avant de clore cette émission. Alors, s'il y avait un vœu à formuler par rapport à cette union africaine à laquelle nous aspirons tous, ce serait quoi le vœu? Mon vœu, ce serait que les peuples accompagnent leurs gouvernants dans cet effort vers le panafricanisme. Parce que aujourd'hui, le monde est géré par les intérêts et que si les Africains ne défendent pas eux-mêmes leurs intérêts, ce n'est pas d'autres qui vont les défendre à notre place. Au contraire, le président français Sarkozy, qui est encore vivant, a dit « Si la France perdait le franc CFA et l'Afrique, elle dégringolerait de 40 rangs. » Parce qu'aujourd'hui, la France est peut-être 5e ou 6e. Si il n'y avait pas le franc CFA, elle serait 46e ou 45e. Vous comprenez que dans ces conditions-là, la chance que nous avons en Afrique, c'est que nous ne sommes pas les souris de laboratoire. Les souris subissent, elles ne sont pas capables de réfléchir. Nous sommes capables de réfléchir, à nous d'en profiter. Alors, docteur Emmanuel Angoula, votre mot de fin sur la question de l'unité africaine? Oui. On aurait été resté optimiste? Oui. Au pessimisme d'avant-débat, on commence quand même à dire qu'il faudrait que les Africains, c'est déjà bien qu'ils aient pensé à ce genre d'initiative de mobilité, d'échange de richesses, mais il faudrait que ceux qui nous gouvernent tiennent compte d'un certain nombre de spécificités avant d'en arriver là, et que tous les Africains doivent œuvrer pour que ces instruments de liberté soient effectivement mis sur pied dans toute l'Afrique. Alors Thomas, rapidement votre dernier mot. Moi je suis très heureux de cette émission, cet échange, et je souhaite déjà avec aux panélistes, n'est-ce pas, une année 2019 avec qui voit, n'est-ce pas, l'accomplissement de leurs vœux. À ceux qui nous regardent, que la bataille ne fait que continuer, mais nous ne sommes pas seuls, le Seigneur avec nous, n'est-ce pas, dans cette bataille pour notre indépendance économique et politique. Parce que je dis, ça fait toujours mal quand j'écoute les chiffres qui ont été avancés sur ce plateau, que pour un même diplôme, un Tchadien a 3 fois le salaire d'un Camerounais ou 2 fois le salaire d'un Camerounais. Ça fait mal. Ça fait mal quand on voit des Camerounais qui n'ont pas d'assurance maladie. Je vois des gens en meurent parce qu'ils n'ont pas d'assurance maladie. Ça fait mal de voir des gens avec des salaires de misère, que les gens qui sont nos enfants qui sont brillants sont obligés de partir ailleurs. Non, je pense que ça doit changer. Et Dieu veut que ça change. Mais mettons-nous ensemble au niveau du Cameroun, au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, pour que les choses bougent. Et Dieu veut que les choses bougent. Il faut seulement avoir la foi et se mettre au travail. Merci, c'est sur ces paroles d'espoir que nous mettons la clé sur l'opération, que nous refermons cette émission d'Agora. Merci, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programme sur votre chaîne Veritas Télévision. Quant à nous, donnons nos rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Agora.